Cette unique porte d'acier pèse plus que la tour Eiffel, dressée entre 9 millions de personnes et la mer du Nord. Les ingénieurs affirment qu'il ne s'agit que de la première couche d'une défense conçue pour résister à une montée des eaux de 5 mètres. Imaginez l'horizon de Rotterdam vu d'en haut. Des tours de verre, des grues portuaires et un fleuve qui serpente à travers tout en contrebas. Imaginez maintenant l'eau qui monte, non pas de quelques centimètres, mais de plusieurs mètres. Des rues entières disparues, des quartiers entiers effacés. Dans la plupart des pays du monde, cela mettrait fin à la conversation. Aux Pays-Bas, ce n'est que le commencement. Ici, dans le pays qui abrite le point le plus bas d'Europe, les ingénieurs ont tracé dans l'eau une ligne inflexible. Amsterdam tiendra toujours debout. Rotterdam continuera d'expédier. La Haye continuera de gouverner, quelle que soit la mer. Même si la mer monte de 5 mètres au-dessus du niveau actuel. Mais comment déjouer un océan tout entier ? Pour comprendre la réponse, il faut comprendre les enjeux. Et ici, les enjeux sont tout simplement vertigineux. Environ 26% des Pays-Bas se trouvent déjà sous le niveau de la mer, en dessous de la surface des eaux environnantes. Un autre tiers se trouve suffisamment bas pour être complètement inondé si les digues venaient à céder lors d'une tempête majeure. 17 millions de personnes vivent à l'intérieur de cette cuvette vulnérable, vaquant à leurs occupations quotidiennes sous une menace hydraulique constante. Et c'est aussi le cas de l'une des économies les plus denses de la planète, un moteur du commerce et de l'industrie pesant 1000 milliards d'euros. Bâti sur le commerce mondial, l'agriculture intensive et la chimie de pointe, le tout concentré dans ce bassin géographique d'une fragilité remarquable. Le Randstad, les grands fers à cheval de ville comprenant Amsterdam, Rotterdam, La Haye et Utrecht, constituent le cœur du pays. Ensemble, ces 4 villes génèrent à elles seules près de la moitié de la production économique nationale des Pays-Bas. L'aéroport de Schiphol, l'un des hubs les plus fréquentés d'Europe, se trouve à plus de 4 mètres sous le niveau de la mer. Et le port de Rotterdam, le plus grand d'Europe, vit directement en première ligne de la mer du Nord. Considérons maintenant les projections. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat modélise un éventail d'avenirs possibles pour les Pays-Bas. Selon la trajectoire la plus pessimiste, le niveau de la mer le long des côtes néerlandaises pourrait s'élever d'1 mètre avant 2100. En 2150, cela pourrait dépasser 2 mètres. Les modèles de glace antarctique poussent la limite jusqu'à 5. La plupart des pays considèrent ces chiffres comme des avertissements. Les Pays-Bas les traitent comme des spécifications techniques de conception, gravées dans la législation. Le programme national Delta, inscrit dans la loi néerlandaise, oblige les ingénieurs à planifier pour les 2 prochains siècles. Évaluation annuelle, financement continu, un horizon à long terme juridiquement contraignant. Pourtant, une hypothèse ancestrale est sur le point de s'effondrer. Pendant 700 ans, la survie des Néerlandais a reposé sur une seule idée. Tenir l'eau à distance, bâtir un mur. Pomper ce qui s'infiltre. Cette idée ancienne fut enfin mise à l'épreuve dans la nuit du 31 janvier 1953. Une marée de printemps s'est heurtée à une tempête hivernale. Les eaux ont submergé les digues de la Zélande et de la Hollande méridionale. Au matin, 1836 personnes avaient péri. Des dizaines de milliers de têtes de bétail s'étaient noyées. Des villages entiers ont disparu sous la marée glacée. Le pays a juré, dans la douleur, que cela ne se reproduirait jamais. Les digues construites après cette catastrophe ont été conçues pour résister à une élévation d'1 mètre, généreux pour les projections des années 50 de l'époque, insuffisant pour le siècle qui s'ouvre désormais. Et il existe un danger plus silencieux, plus lent, qui œuvre sous la surface du pays. La terre elle-même s'enfonce. Les sols tourbeux sèchent, se compriment et s'affaissent sous leur propre poids et le drainage. Dans certaines régions de l'ouest des Pays-Bas, le sol s'affaisse jusqu'à 1 cm chaque année. En un siècle, cela représente 1 mètre de hausse effective supplémentaire, invisible à l'œil, invisible aux satellites océaniques. Mais bien réel pour une dalle de fondation qui se fissure discrètement à Gouda, sous une maison familiale néerlandaise tout à fait ordinaire. Ajoutez l'eau salée qui s'infiltre par les rivières et les nappes phréatiques, contaminant l'eau potable et les terres agricoles les plus productives du pays. Ajoutez la fréquence croissante des ondes de tempête. Le vrai danger, ce n'est pas l'eau, c'est le sol lui-même. Pour comprendre comment les Néerlandais en sont arrivés à la stratégie d'aujourd'hui, il faut considérer le long parcours de leur histoire hydraulique.
Il y a 1000 ans, les agriculteurs côtiers édifiaient des terpes, des tertres d'argile et de fumier, et vivaient au-dessus des marées. Plus tard, ils ont entouré les champs de digues de terre et ont laissé les moulins à vent travailler, pompe après pompe, polder après polder. Le pays a littéralement été asséché pour exister. Au début du XXe siècle, l'ambition néerlandaise avait pris une ampleur spectaculaire. Les travaux du Zuiderzee ont fermé une mer intérieure entière grâce à une barrière de 32 km, l'Afsluitdijk, achevée en 1932. Derrière elle, les ingénieurs ont récupéré une superficie équivalente à une petite province, et ils ont baptisé cette nouvelle terre la Flevoland. Puis vint 1953, et avec elle, le plan Delta. 13 structures colossales le long de la côte sud-ouest. Bras de mer raccourcis, barrières anti-tempête relevées, barrages conçus pour s'ouvrir et se fermer sur commande, une défense coordonnée à une échelle sans précédent. La Société américaine des ingénieurs civils l'a désignée comme l'une des 7 merveilles du monde moderne. En son cœur se dresse le Maeslandkering, près de Rotterdam. 2 bras incurvés, chacun aussi long que la tour Eiffel. Ensemble, elles pèsent environ 15 000 tonnes, flottant sur des caissons d'acier creux suffisamment porteurs pour pivoter en position. Elles ne se ferment que lorsqu'une onde de tempête de plus de 3 mètres menace Rotterdam. Ce sont les ordinateurs et non les politiciens qui prennent la décision. La philosophie était claire, presque militante. Tenir la ligne, contenir les eaux, défendre chaque mètre de terre conquise. Mais voilà, cette philosophie centenaire est aujourd'hui discrètement abandonnée par la nation même qui l'a bâtie. Aux alentours de l'an 2000, les ingénieurs néerlandais ont admis une vérité difficile. On ne peut pas éternellement contenir un océan qui monte derrière des digues. Les murs s'élèvent, les fondations s'enfoncent, les pompes consomment toujours plus d'électricité, les coûts explosent. Au bout du compte, vous ne construisez plus un pays. Vous bâtissez une forteresse dans laquelle personne ne veut vivre. La doctrine devait donc changer complètement. Le programme s'appelle « De l'espace pour le fleuve » et sur le papier, il semble presque hérétique pour les ingénieurs traditionnels. Au lieu d'enfermer les rivières dans des canaux toujours plus étroits, les ingénieurs leur ont rendu de l'espace. Ils ont abaissé les plaines inondables et reculé les digues vers l'intérieur des terres. Ils ont construit des chenaux de dérivation le long du Rhin, du Vaal, de l'Eissel et de la Meuse. 34 sites au total. Les rivières furent laissées libres de s'étendre, de ralentir, de se répandre dans des prairies désignées. Certaines fermes furent rachetées. Certains villages ont été surélevés. L'inondation stratégique a discrètement remplacé l'exclusion totale, devenant la nouvelle philosophie néerlandaise de l'eau. Sur la côte, une philosophie sœur a vu le jour, appelée « construire avec la nature ». Plutôt que de combattre les vagues avec du béton, les ingénieurs néerlandais ont demandé à la mer elle-même de faire le travail. L'exemple le plus parlant se trouve au sud de la Haye. On l'appelle le Zandmotor, le moteur de sable. En 2011, des dragueurs ont entamé une opération extraordinaire. Ils ont entassé 21,5 millions de mètres cubes de sable pour former une seule péninsule artificielle au large des côtes. La forme était un crochet, presque une virgule contre la côte. Puis, les ingénieurs sont tout simplement partis. Les courants ont emporté le sable, les vents ont emporté le sable. Au fil des années, la péninsule a été redistribuée. Étalée sur 20 km de littoral, engraissant les plages, élevant les dunes, nourrissant la crête qui protège la moitié du pays. Un seul placement, 20 ans de défense côtière gratuite. Les dunes deviennent des barrières vivantes, capables de s'auto-réparer face à la montée de la mer du Nord. Et pourtant, contre toute attente, même cette solution élégante ne suffit pas face à 5 mètres d'élévation du niveau de la mer. 5 mètres, c'est un tout autre ordre de grandeur. Cela submerge le rez-de-chaussée de presque tous les bâtiments côtiers néerlandais. 5 mètres atteignent le 2e étage des entrepôts du port de Rotterdam, écrasant les quais et les conteneurs empilés. 5 mètres, cela signifie que même les barrières fermées pourraient ne pas être assez hautes, et que les digues renforcées pourraient ne pas être assez larges. Les dunes reconquises ne sont peut-être pas assez profondes. Alors les Néerlandais conçoivent des bâtiments qui ignorent l'eau totalement. Dans le nord d'Amsterdam, sur une portion paisible du Johan van Hasselt-Kanaal,
se trouve un quartier appelé Schroonschip. 46 foyers vivent dans 30 bâtiments, tous flottants. Chaque maison repose sur une coque en béton. Chaque coque repose sur l'eau et reste arrimée à des pieux d'acier enfoncés profondément dans le lit du canal. À mesure que l'eau monte, les maisons s'élèvent avec elle. Quand l'eau redescend, elles se reposent doucement à leur place. Le quartier partage des panneaux solaires, des pompes à chaleur et un micro-réseau intelligent. Il est entièrement amphibie dès sa conception. De plus en plus, Schroonschip est étudié comme modèle pour les quartiers de basse altitude ailleurs, le principe s'étend à travers les nations. La sécurité multicouche est devenue la nouvelle doctrine néerlandaise. La première couche, c'est la prévention. Digues maritimes, dunes restaurées, barrières anti-tempêtes. La deuxième couche, c'est l'aménagement du territoire. S'assurer que si l'eau passe, elle ne détruise pas les infrastructures essentielles. Les hôpitaux sont surélevés au-dessus des niveaux d'inondation. Les sous-stations électriques sont déplacées. Les nouvelles constructions sont interdites dans les polders vulnérables. La troisième couche, c'est la réponse d'urgence. Itinéraire d'évacuation, abris, chaîne d'approvisionnement, planifiés et répétés pour le pire des jours. Le pays ne considère plus que le mur tiendra toujours. Il considère qu'un jour, quelque part, il pourrait céder. Et que tout ce qui se trouve derrière le mur doit pouvoir survivre, les foyers, les hôpitaux, les ports et les vies. Sous terre, un système artériel garde la cuvette au sec. Des stations de pompage à travers les Pays-Bas déplacent des volumes d'eau vertigineux. Le plus grand, à l'Elystad, peut déplacer environ 1500 mètres cubes d'eau chaque seconde. Cela équivaut à une piscine olympique entière vidée en moins de 2 secondes. Un exploit hydraulique presque incompréhensible. Au-dessus du sol, les digues elles-mêmes deviennent intelligentes, parcourues de capteurs à fibre optique détectant les moindres variations de pression. Ces capteurs surveillent la température et la saturation. Depuis une salle de contrôle, les ingénieurs peuvent observer 1 kilomètre de terre respirée. Un point faible se révèle des jours avant qu'un œil humain ne puisse le voir, et cela change tout. Par-dessus tout, règne une philosophie appelée la gestion adaptative du delta. Les Néerlandais ne s'engagent plus envers un seul avenir. À la place, ils tracent des chemins de décision. Si la mer monte de 40 cm d'ici 2050, prenez le chemin A. S'il monte de 80, passe au plan B. S'il accélère au-delà, bascule sur le plan C. Tous les 5 ans, l'ensemble du programme est réexaminé. Tous les 6 ans, les objectifs légaux sont officiellement mis à jour. Le pays ne construit pas une seule défense. Il construit une arborescence de défense, prête à la demande. Chaque branche est prête à être choisie selon ce qu'exigent les données. Pourtant, un seul chiffre menace tous les modèles. Ce nombre, c'est de l'argent. Le programme Delta coûte déjà environ 1,5 milliard d'euros chaque année. D'ici 2050, avec l'accélération de la montée des eaux, ce chiffre annuel devrait dépasser les 20 milliards d'euros. Sur un siècle, le coût cumulé atteint des milliers de milliards. Et les choix d'ingénierie ne sont pas anodins. Prenons le Maeslandkering. Cette structure qui définit l'horizon de Rotterdam a été conçue pour un niveau de la mer qui n'existe plus. D'ici 2070, elle sera probablement trop courte, trop lente et trop étroite face aux vagues à venir. Un débat s'est ouvert. Renforcer la structure existante ou la remplacer par quelque chose de bien plus grand, construit plus en aval. Ou déplacer toute la ligne de protection plus loin, jusque dans le vaste estuaire, là où attend la mer du Nord. Et puis vient la proposition la plus audacieuse de toutes. Une poignée d'ingénieurs esquissant le barrage de fermeture de l'Europe du Nord. 2 grandes barrières traversant la mer du Nord, dont une s'étendant sur 475 km de l'Écosse à la Norvège. Un autre referme la Manche entre la France et l'Angleterre, transformant lentement l'eau enfermée en un lac. Les marées mourraient derrière la barrière. 25 millions d'Européens protégés de l'océan, 500 milliards d'euros. La complexité politique est incompréhensible. Les conséquences environnementales seraient énormes, peut-être catastrophiques. La plupart des urbanistes néerlandais ne l'approuvent pas. Ils le publient comme un avertissement. Agissez plus tôt et plus intelligemment, ou voici à quoi ressemble vraiment le fait d'agir trop tard. Mais le projet le plus audacieux rejette totalement les barrières. La plus récente couche de la stratégie néerlandaise est aussi la plus philosophique, la coexistence.
Les villes sont repensées non pas comme des forteresses, mais comme des éponges. À Rotterdam, le quartier de Bentemplein abrite une place d'eau. Les jours secs, elle sert d'espace public, terrain de basket, rampe de skate, gradins en terrasse, places assises ouvertes. Les jours d'orage, la place se remplit d'eau de pluie et devient un réservoir temporaire contenant près de 2 millions de litres. Multipliez cela par des centaines de places, de parcs et de toitures, et une ville commence à se comporter comme une zone humide. Elle absorbe, elle relâche, elle ne lutte pas, et la ville survit, en silence, face à la montée des eaux. En dehors des villes, la stratégie devient plus radicale. Pour la première fois, les urbanistes néerlandais évoquent ouvertement le repli organisé. Pas depuis les grands centres urbains, jamais depuis Amsterdam, jamais depuis Rotterdam, mais depuis les polders les plus bas, les moins productifs. Des terres qui coûtent plus cher à défendre qu'elles ne produisent. Ces champs pourraient être lentement rendus aux fleuves et à la mer. Les cultures tolérantes au sel sont testées là où l'agriculture en eau douce échoue. De nouvelles variétés de pommes de terre, d'orge et de choux poussent dans les sols saumâtres. Des réserves d'eau douce sont en cours d'aménagement dans l'Ijsselmeer et le Markermeer, afin de garantir l'eau potable pendant les longs étés secs. La survie se redéfinit. Ce n'est plus une victoire sur la mer, c'est une coexistence avec elle. Les Néerlandais ne combattent plus la mer, ils la réécrivent. Et cette réécriture devient un produit d'exportation. Les ingénieurs néerlandais sont devenus, discrètement, les consultants côtiers les plus recherchés au monde, conseillant des gouvernements sur tous les continents. Après l'ouragan Katrina, ils ont conseillé la Nouvelle-Orléans sur ces nouvelles barrières anti-tempête repensées pour résister à des inondations catastrophiques. À Jakarta, qui s'enfonce plus vite que presque toutes les mégapoles, des équipes néerlandaises ont contribué à concevoir la grande muraille maritime à travers la baie. À Venise, ils ont été consultés pour les portes anti-inondation du Mosée. À New York, après Sandy, ils ont façonné la conception d'un littoral résilient. Au Bangladesh, au Vietnam, aux Philippines, au Mozambique, des entreprises néerlandaises mènent des études de faisabilité, réalisent des projets pilotes et forment les ingénieurs locaux. Il y a une question à laquelle les Néerlandais refusent de répondre à voix haute. Qu'adviendra-t-il des réfugiés climatiques du siècle à venir ? Les estimations mondiales suggèrent que des centaines de millions de personnes pourraient être déplacées par la montée des eaux. Les Pays-Bas ont choisi une voie, la rétention. Maintenir sa population sur place, ses terres productives, son littoral intact. La plupart du monde n'aura pas cette possibilité. Le modèle néerlandais est un modèle pour rester. La question est de savoir si les autres deltas peuvent se permettre de le copier. Le Nil, le Gange, le Mékong, le Mississippi, de vastes deltas où des milliards de personnes vivent sur la trajectoire des eaux montantes. D'ici 2100, le système néerlandais sera mis à l'épreuve à grande échelle. Le niveau de la mer pourrait monter de près d'1 mètre. Le plan comporte des jalons, 20-30 pour les premières améliorations, 20-50 pour la deuxième vague, 21 cents pour l'achèvement. 2150 marque l'horizon lointain. C'est le plus long projet d'ingénierie en temps de paix jamais entrepris sur Terre aujourd'hui. Et cela soulève une question dérangeante. Une démocratie peut-elle vraiment planifier sur 200 ans à travers de nombreuses générations ? Les élections, les lobbies, les budgets et les gouvernements changeants peuvent-ils s'engager dans une stratégie unique et cohérente sur 6 ou 7 générations entières ? La réponse néerlandaise est institutionnelle. Le programme Delta est dirigé par un commissaire, une fonction créée par la loi en 2012. Ce commissaire rend compte au Parlement, mais agit avec une indépendance rare. Le fonds Delta est inscrit dans le budget national. Les objectifs sont fixés par la loi. Le système a été conçu non seulement pour résister aux tempêtes, mais aussi pour survivre à la politique elle-même. Que cela tienne dans 50 ans, nul ne saurait le dire. Mais le modèle dépasse déjà les frontières néerlandaises. Prends du recul, une dernière fois, et contemple ce pays vu d'en haut, sculpté par les rivières, reconquis par des mains patientes. Une population qui passe 1000 ans à discuter avec l'eau, et qui apprend lentement un tout autre débat. Les Pays-Bas ne promettent pas d'arrêter la mer.
Aucun ingénieur là-bas n'oserait jamais faire une telle promesse. Ce qu'elle fait à la place est bien plus étrange, bien plus intéressant. Elle considère la mer comme une voisine permanente. Construire des villes capables d'être inondées sans périr, des maisons capables de flotter sans sombrer, des littoraux qui se réparent eux-mêmes, en silence, des fleuves qui débordent sans rompre, des quartiers repris par l'eau, puis délibérément rendus à elle de nouveau. Une montée des océans de 5 mètres dans les pires projections pourrait ne pas survenir au cours de ce siècle. Elle pourrait survenir au cours du prochain. Avec un peu de chance, elle n'arrivera peut-être jamais. Et pourtant, les Néerlandais construisent comme si elle allait sûrement venir, planifier comme si c'était une obligation, concevoir comme s'il n'existait tout simplement aucune autre option à envisager. Ce faisant, ils offrent discrètement au monde un manuel que personne ne voulait écrire, et dont pourtant nous avons besoin. Un manuel que presque tout le monde, tôt ou tard, devra lire. Les Néerlandais sont simplement les premiers à le rédiger. Si l'ampleur de ces décisions d'ingénierie vous a captivé, cette chaîne propose d'autres films sur l'humanité qui réécrit la nature. Le prochain film explore comment une mégapole qui s'enfonce se hâte de bâtir sa propre réponse à la montée des eaux. Que se passe-t-il quand le modèle néerlandais rencontre un littoral très différent ?